Salut à tous, bienvenue sur Petite Parole, le podcast où on discute tout simplement. Aujourd'hui, je reçois Antonin, plus connu sous le pseudo L'écrivain. On parle de son dernier manuscrit et de son envie de devenir écrivain, de l'évolution dans son écriture et de ses différentes méthodes de travail. On aborde aussi son autre passion, le commentary. Comment a-t-il évolué dans ce milieu jusqu'à arriver chez OGaming, la plus grande chaîne de commentary française. Faut s'accrocher et beaucoup s'accrocher. Même si ça va être très très dur, c'est très difficile, c'est pas impossible, mais j'ai envie de dire que c'est comme les études de médecine, quoi. C'est pas impossible, mais il faut bosser dur et s'accrocher longtemps. Toutes les personnes qui ont beaucoup bossé n'y sont pas arrivées, mais toutes les personnes qui y sont arrivées ont beaucoup bossé. Alors, 1, 2, 3, clap. Super, on est synchronisé. Parce qu'en fait, ouais, j'ai un peu galéré à avoir. Vu que j'ai pas de table de mixage, c'est un peu le bazar pour synchro tout ça. Je comprends. Ok. Du coup, j'allais te dire, comment tu vas aujourd'hui, écrivain déjà? Tu m'as dit que ça allait. Est-ce que t'as bien dormi? Est-ce que t'as mangé? Comment tu vas? Moi, je veux tout savoir pour commencer. Eh ben, ça va super bien. J'ai pas mangé, non. Je suis en train de me remettre de Star Wars 9 actuellement. Ah, alors, du coup, t'en as pensé quoi? Ça résume bien, je trouve. C'était pas si mal que ça. C'est-à-dire que ça aurait pu être pire. Ça répond à peu près aux questions qui ont été posées. Après, je veux dire, t'as un épisode 7, il a introduit 2-3 enjeux qui ont niqué déjà tous les enjeux des films précédents. Et l'épisode 8, il a démoli le peu d'enjeux qu'il y avait. Du coup, le pauvre J.J. Abrams, il s'est retrouvé à devoir faire une conclusion avec du vide. Donc, j'ai envie de dire qu'il fait ce qu'il peut, quoi. Mais le résultat, il est pas incroyable, ouais. Ok, bah, parce que moi, en vrai, je connais pas du tout la saga. Moi, enfin, tout le monde va m'insulter, mais j'ai jamais regardé Star Wars, etc. Et, enfin, en vrai, les gens sur Twitter avaient l'air de dire, bon, il est ok, en vrai, par rapport au reste. Ouais, C'est c'est ça? ça. Bon, ça C'est va. le meilleur des trois. Ok, bon, ça va alors. Notez, franchement c'est le meilleur de la postlogie. Parce que le 7, niveau créativité, c'est le plus créatif. Le 7, il n'était pas créatif du tout, il y avait quasiment rien de neuf. L'épisode 8 était un petit peu plus, mais c'était pas non plus incroyable. L'épisode 9, pour le coup, ouais, il fait des trucs assez jolis. Et après, il fait pas mal de. Il prend pas mal de liberté. Disons que j'ai jamais vu autant de ta gueule, c'est la force que dans ce film-là, je crois. Ah oui. Il a pas le choix, hein, ce film, il fait deux films en un, genre il a pas du tout le temps de son scénar, il doit introduire de nouveaux enjeux intéressants, et en plus il doit fermer toutes les questions qui ont été posées, auxquelles le 8 il a pas eu envie de répondre en mode va te faire foutre. Du coup, bah, on se retrouve avec un film qui est obligé d'aller à 100 à l'heure, et pour que l'intrigue elle tienne quand même sur 2 heures, et bah il y a un milliard de grosses facilités scénaristiques qui font vraiment la taille de maisons de 5 étages. Enfin voilà. Ok. Et ouais. Je suis en train de préparer une vidéo parce que j'ai très envie de faire une vidéo là-dessus. Ouais, Et ouais, ouais, ce sera... c'est genre critique sans spoil en gros que tu veux Ouais, faire? c'est ça, Ok. exactement. Mais ouais, parce que j'ai vu, en fait, justement, là, j'ai regardé là juste à l'instant, je cherchais tes chaînes YouTube, et en fait, t'as plusieurs chaînes YouTube en fonction du concept que tu fais, ou juste t'entretiens plus celle où tu fais des podcasts? Non, non, j'en ai plusieurs effectivement en fonction de ce que je fais. Je suis un petit peu un vieux en termes de YouTuber, c'est-à-dire que je raisonne en termes de contenu et pas en termes de personnalité. Et j'ai une chaîne de podcast qui est la plus connue de toutes parce qu'il y a eu une petite période où j'avais une renommée entre guillemets là-dedans et sur laquelle je sors une vidéo de temps en temps parce que ça m'intéresse pas des masses non plus, ça m'intéresse plus des masses. Ok. J'ai une chaîne où je fais des vidéos sur League of Legends, mais de la même manière, le format m'a intéressé au début et au final ça m'a saoulé, du coup je l'entretiens plus beaucoup. Et maintenant elle est surtout liée au truc de la TVA. Et j'ai aussi une chaîne du coup qui est celle que j'utilise actuellement en fait. J'ai une chaîne de bonus où je fais un petit peu fourre-tout et j'ai une chaîne où je fais des critiques de bouquins principalement Ok, et de oui. temps en temps d'autres trucs aussi. Ok, celle où tu parles de League of Legends, c'est celle où t'as pu interviewer leur bully, c'est ça? Ouais, c'est celle-là. Ok, d'accord. Ouais, parce que justement, je cherchais celle-là, je l'ai pas trouvée sur le coup. Et c'est celle où il y a aussi les replays de la LEF, la Ligue féminine? Enfin, Ouais, la il y LF, a pardon. tout. Alors, il n'y a pas tout, mais une bonne partie des replays de la Ligue féminine, de tout ce qu'on a fait sur AA sont dessus. Tout ce qu'on a fait pendant la saison régulière est dessus. Ok. Ouais, Et j'ai pas mis la demi-finale des playoffs, parce que j'ai jamais eu la foi de la montée. d'accord. Ok. Mais pourquoi enfin, enfin, moi je sais que j'ai fait pas mal de trucs sur ma chaîne et j'ai fait des playlists en vrai. Moi je trouvais que ça classait bien. Je sais pas ce que t'en penses. Ou tu penses que vraiment faut tout diviser en termes même de comment dire, des gens qui vont venir sur ta chaîne, qui viennent pas sur Bah, la chaîne avec du contenu qu'ils veulent pas.
À une époque, j'avais centralisé toutes mes vidéos, vers 2013, sur une seule chaîne. C'est celle qui est actuellement la chaîne Fourre-Tout. Ok. Et ça n'a pas marché du tout. Parce que je pense qu'on était aussi dans une période où les gens, ils attendaient vraiment un contenu. Et quand ils s'abonnent à une chaîne, et je pense que c'est toujours un peu le cas aujourd'hui quand même, hein, quand tu t'abonnes à une chaîne, t'attends un type de contenu si on te le propose. Et si on commence à faire un autre contenu, eh ben, t'as tendance à te dire, ouais, c'est bizarre, c'est pas ce que je voulais. Ouais. Et même si aujourd'hui, beaucoup de youtubeurs, c'est vrai qu'ils ils misent tout sur la personnalité et pas tellement sur le contenu en question. On cherche juste le contenu qui marche et on joue sur la personne qu'on est pour le vendre. Moi, comme j'en vis pas de toute façon, je préfère faire ça, c'est-à-dire une chaîne propose un contenu et les gens qui viennent voir ma chaîne viennent voir le contenu avant de voir la personne. Oui, en plus, en vrai, maintenant que j'y pense, en vrai, même les notifications, enfin, du coup, même les notifications sur ton fil d'actualité ont plus de sens, quoi. Parce que Ouais. c'est vrai que quand moi je vois des trucs, je suis en mode ça me plaît pas, je regarde tout de suite. Enfin, ça, je sais vraiment pas du tout ce que j'ai envie de regarder, je regarde tout de suite si je suis abonné, et si je le C'est suis, ça. je l'enlève. Enfin, si je le suis, je l'enlève, quoi. Et ça, je pense que ça dépend en fait de la façon dont on consomme YouTube. Je sais que par exemple je connais des gens qui, eux, pour le coup, vont voir des vidéos pour la personnalité de la personne qui fait la vidéo. Et qui cliquent en fonction de ça en fait, hein. Ils aiment bien McFly et Carlito parce que ils ont des valeurs positives, etc. Ils aiment bien je sais plus comment il s'appelle, enfin bref, ça va toujours Norman. être plus ou moins la même chose. Et moi pour le coup c'est pas ça, c'est vraiment c'est un truc, c'est plus la façon dont les gens consommaient YouTube justement avant. Ouais. C'est le côté on va sur YouTube pour trouver un contenu. On va regarder le joueur du grenier parce qu'il fait des blagues avec les jeux vidéo ou avec le dessin animé de notre enfance ou avec les pubs, etc. Je vais regarder Cyprien parce que j'aime bien ses podcasts et les pubs VS la vie, plus que pour Cyprien. Et de la même manière, les vidéos que je fais sur ma chaîne correspondent plutôt à ce que j'aime et pas à ce que je suis en tant que Ok, personne. je suis d'accord. Bah, du coup, ouais, je suis d'accord. C'est vrai que maintenant, enfin, c'est plutôt les jeunes qui réfléchissent comme t'as dit, non, je pense. Enfin, en Bah, termes de j'ai personnalité. pas. Ouais, je pense que c'est plus les jeunes, bien sûr, mais après, c'est aussi le public visé. C'est vrai que je crois que Joueur du Grenier l'avait dit qu'il a eu un des publics les plus vieux en moyenne sur YouTube, un truc du style 25-30 ans. Ouais. Et effectivement, je pense que c'est le nouveau public enfin, c'est un public qui n'était pas là il y a quelques années parce que trop jeune, et qui maintenant, du coup, oui, résonne de cette manière-là. Et c'est pas particulièrement négatif, ça dépend surtout en fait de comment c'est tourné, mais c'est comme tout, il y a des excès qui peuvent être faits, et ces excès, ils portent un nom, hein, c'est la télé-réalité. Oui, oui. Oui, ou c'est la Paris Games Week, par exemple. Cette année avec Michou et le stream, apparemment, c'était vraiment. Bah, il y a Gotaga qui a pas pu Mm. venir. C'est comme Cyprien et Squeezie, c'est limite à un interdit de la Paris Games Week. Fun fact, Mm. ouais, Cyprien et Squeezie sont interdits de Paris Games Week. Ah oui, oui, j'avais entendu parler de ça, ouais. Parce qu'ils provoquent des mouvements de foule gigantesques. Et bah, pour y avoir été à l'époque de quand ils étaient connus, ils passaient dehors et t'avais genre la moitié de la Paris Games Week qui courait pour les voir, quoi. Et c'était fou, Oui. c'était fou. Je m'en souviens de ça. Je suis quasiment plus allé à la Paris Games Week depuis, mais je me souviens de cette époque. Moi, j'y allais depuis 2009 et franchement, il y a 2 ans, j'avais pris 2 jours, j'y suis allé qu'une journée parce que c'était vraiment, Mm. j'ai eu l'impression de faire le tour en une journée. Le deuxième jour, j'ai donné ma place et là, cette année, j'ai abandonné. Ouais. J'y suis plus Moi, allé. j'ai abandonné depuis plus longtemps, mais j'y suis allé cette année. En fait, la dernière fois où j'étais allé avant ça, j'étais tombé par hasard sur les gars d'un studio de jeux vidéo que je connaissais et qui vendait un jeu que j'adorais et qui est un free-to-play C'est qui quoi? maintenant malheureusement Ça, n'existe plus. C'était quoi? Oui, C'était quoi? c'est Games of Glory. Ok. C'est édité par le Light Bull Crew. C'est un MOBA qui reprenait certains concepts de League of Legends et qui s'approche pas mal de Battle Royale, mais qui est sorti après d'ailleurs. Ok. Et c'est un jeu que j'avais vraiment adoré. Et du coup, comme c'était un jeu qui était encore en alpha ou bêta à ce moment-là, bah, il n'y a pas masse de joueurs. Et du coup, ils connaissaient les joueurs. Et Ah. quand je suis arrivé sur leur stand, je leur ai dit, bah, les gars, est-ce que ça vous dirait pas que je vous aide et tout? Et en fait, j'ai passé tout le salon à faire comme les bénévoles et tout, qui viennent sur des stands en mode stagiaire Ok. et à présenter le jeu aux autres. Et je me suis éclaté. Et ça a été ma meilleure Paris Games Week. En vrai, trop bien. Mais oui, en vrai, je pense que venir à la Paris Games Week,
en tant que staff, c'est mieux, enfin c'est largement mieux que de C'est venir plus en tant que intéressant, client. je trouve, ouais. Ouais, même, je pense que même faire de Et ouais. de la présentation, genre, je sais que Nox l'avait Ouais. fait, c'est mieux que de juste y aller. Oui, je l'avais croisé, ouais. Ah bah, C'est plus intéressant, oui, surtout quand. Bah, c'est con, mais après, je suis dans une période où je m'intéresse plus beaucoup aux jeux vidéo. ouais, J'y joue toujours, mais c'est vraiment des jeux très ciblés. Et je sais déjà exactement ce à quoi je veux jouer. Du coup, bah, la Paris Games Week perd un peu de son ouais, intérêt quand tu raisonnes de cette manière-là. Quand le jeu auquel je joue, la plupart du temps, ça va être League of Legends. Et encore, même en ce moment, j'y joue pas beaucoup. ouais, Et le peu de jeux auxquels je joue, à part ça, c'est des jeux Nintendo. Et je sais déjà exactement ce que je veux. Donc, ouais. bah, j'ai pas vraiment besoin d'aller à la Paris Games Week pour les découvrir. C'est quoi le dernier jeu qui t'a vraiment marqué? C'est- Je dirais marqué au sens vraiment waouh, je dirais que c'était Breath of the Wild. Ok, Euh, ouais, le premier Zelda de la Switch, déjà parce que j'ai acheté la Switch avec ce jeu. Et l'histoire était drôle, c'est que j'étais allé au magasin et qu'ils avaient plus de ils avaient plus de jeux en fait, ils avaient vendu tous leurs jeux. Et ils m'ont filé la Switch sans rien, et moi j'étais parti yes pour avoir une Switch mais rien du tout dessus, génial. Et le vendeur en gros est allé dans l'arrière-boutique, il a pris un jeu et il me l'a vendu en mode tu dis rien, il s'est rien passé. Et je m'en souviens très bien de ça. genre tu l'as payé en liquide, c'est comment? Ah non, non, je l'ai payé normal, Ok, hein, par carte et tout. Mais non, je l'ai payé normalement. Il n'y a rien eu d'illégal dans la ok. façon dont je l'ai payé. Mais je crois que c'était censé être les stocks pour plus tard, quoi. Ah oui, Je pense, d'accord. hein. Ah oui, ok. Ouais, ouais. Ok. À mon avis, c'était ça. Oui, d'accord, je comprends. Ouais, j'étais en mode, oh là, ok, que le vendeur se Oui, fait non, du non, non, bif non. sur Je là. pense que je sais pas comment fonctionne un Mais magasin, mais je oui, me souviens de ça et je pense que ça devait être les stocks qui étaient pas prévus tout de suite, genre ouais. qui étaient arrivés aujourd'hui pour demain et qui sont pas censés mettre en rayon tout de suite, justement pour encore avoir des stocks après. Et le mec, il m'a vu, il s'est dit, bon, le pauvre gars quand même, et du coup, il m'a filé le jeu aussi, Le quoi. mec vient de lâcher 300 balles, il va pas pouvoir jouer à autre chose que le truc NES là, et les jeux, les jeux gratos. Ok. Hmm. Oui, non, mais en vrai, c'est vrai que Breath of the Wild a vraiment. Mais je crois qu'il a eu le jeu de l'année dernière, donc dans tous les cas, C'est pas tout étonnant, le monde c'était est vraiment un d'accord. très bon jeu. Un peu dur et un peu frustrant parfois, mais le jeu en lui-même, c'est l'un des rares jeux open world auxquels j'ai joué, avec peut-être GTA San Andreas, Ouais, ok. et ouais, j'ai bien kiffé. Ok, ouais, bon, moi je suis un peu un dé. Ouais, j'ai vraiment du mal avec le monde ouvert, c'est que j'ai un sens de l'orientation dans les jeux vidéo qui est. C'est vraiment une horreur, hein. Je t'ai dit que je jouais à Stardew Valley hier et j'étais perdu, mais en permanence. Je jouais en coop avec mon pote, il me disait, mais t'es où? Je lui dis, mec, je sais pas où je suis complètement perdu. Donc, Breath of the Wild, au bout d'une heure et demie, je savais plus où j'étais, je savais plus où j'allais. Et je savais Mm. pas qu'on pouvait lock les ennemis, donc les systèmes de combat, c'était trop dur, donc j'ai arrêté. Ah, j'ai galéré moi au début, hein. D'autant plus que tes armes ont ont la durabilité d'un jouet en plastique Ouais. et se cassent super vite. Même quand t'as eu la super épée de Guedin magnifique et tout, pas la Master Sword, elle pour le coup elle se brise pas, ce qui est un peu normal et heureusement j'ai envie de dire. Mais et encore, hein, c'est-à-dire que à force d'avoir des épées qui se brisaient au bout du troisième ennemi, quand j'ai eu la Master Sword, je l'ai économisée. Ah oui, C'est-à-dire que d'accord, hein. j'arrivais dans le dernier donjon, je commençais à affronter des monstres gigantesques et tout, et je les affrontais avec mon épée, d'autres épées les unes après les autres parce que j'avais peur de péter ma Master Sword. Je me disais, si je la pète, j'en ai pas d'autres, quoi. Il y en a qu'une. Et après, j'ai regardé, je me suis rendu compte qu'en fait, la Master Sword pouvait pas se péter. Et du coup, après, j'ai utilisé en donjon et ça faisait une sacrée différence. Mais c'est le seul truc. Et en même temps, qui est intéressant dans le jeu, c'est que vraiment, les objets se pètent Ouais. vite et que du coup, ça m'est arrivé plusieurs fois dans le jeu de me retrouver, j'ai plus d'épée au milieu d'un donjon, du coup je suis obligé de m'enfuir du donjon et de retourner dans la plaine du départ pour aller retrouver les petits gourdins en bois de merde, des monstres de base, et aller farmer des armes petit à petit pour pouvoir revenir dans le donjon après. Ouais, bah, ouais, tout est une ressource, quoi. C'est vraiment, bah, c'est aussi ça Ouais. qui a beaucoup plu aux fans des RPG, hein. Oh C'est oui. la gestion de l'inventaire et Mm. des ressources qui est super poussée. Et bah, Mm. C'est un Zelda qui est magnifique, hein, j'ai envie de dire, je pense, de tout Ouais. ce que j'ai entendu, et même visuellement, en vrai, sur une console aussi peu puissante, parce qu'on s'en rend pas compte, mais la Switch, c'est Ah, vraiment. c'est la Wii U, hein. Ah, non, C'est la Wii U. Breath of the En Wild. termes de puissance, franchement, c'est la Wii U, Oui, hein. oui, c'est ça, pardon. Ouais, ouais, la Switch, c'est vraiment Non, pas mais puissant. non, non, je l'ai joué sur Switch, hein, mais je veux dire, la Switch, effectivement, le jeu est sorti sur Wii U en même temps, c'est quasiment Ouais, le même. ouais, Et effectivement, la Switch, c'est grosso modo la puissance d'une PS3, quoi. ouais, parce que de toute façon, tu le vois, hein, genre quand tu joues à Smash à 4, bon, quand tu joues sur juste la console, t'as du lag. Mm. Ouais, ouais, il y a des jeux même.
Je me suis acheté il y a pas très longtemps et au final, je l'ai pas, pour l'instant là, je l'ai pas vraiment poncé. Enfin, j'ai joué au début et après je suis ressorti de ma période full Nintendo et ça va sans doute revenir dans quelques mois. Mais je m'étais acheté le dernier Zelda justement, le remake de Zelda Link's Awakening. Ouais. Et ce jeu, à chaque fois que tu entres dans une nouvelle zone, il y a une baisse de frame. Ça passe genre à 20-25 FPS Ah et oui, ça ok. se sent grave. Et tu sens que la Switch, Elle est en sang. même si c'est vraiment une console qui est très cool, mais pour son concept, bah, ça reste quand même limité quoi, en termes de puissance et que j'ai l'impression qu'elle a déjà atteint ses limites. Là où généralement, quand une console sort quand même, Ils essayent de. tu mets un certain temps à avoir ce qu'il y a de plus beau. Généralement, c'est au bout de 3-4 ans, tu vois vraiment des jeux encore plus beaux que les précédents qui arrivent. Je sais pas si on verra ça sur Switch. Bah, je pense que dans tous les cas, les jeux vont être de mieux en mieux optimisés parce que les développeurs, ils sont en mode les gars, on passe à 20 frames secondes quand on change de pièce, donc on va faire quelque chose. Ouais. En gros, c'est comme c'était Control qui a eu la meilleure DA. Bah, enfin, je parle des Game Awards parce que j'aime bien ces petits titres. Control qui est un jeu qui marche beaucoup avec le ray tracing, qui a eu le jeu l'ADA de l'année qui tombait vraiment sur Play. Hein, c'était vraiment tu tombais à 13 FPS à des moments, c'était l'enfer. Sur Play 4. Hein. Donc Quand et même. les gens ont eu vraiment peur. Le jeu était vraiment sur IP, il a été pubé dans tous les sens. Il sort, les joueurs Play ils voient des 13 FPS sur leur console. Les gens ont pété les plombs. Heureusement, les développeurs se sont un peu bougés et ont optimisé le truc. Et justement, le résultat a été que le jeu a eu quand même des prix assez sympathiques et a bien fonctionné. Ouais. Bah tant mieux. Ouais, voilà, tu vois. C'est vraiment le développement, c'est plus important, limite, que la puissance de la console. Voilà. Non, effectivement. Tu me parlais de League of Legends tout à l'heure. Moi, on se connaît, moi je sais que tu commentes. Je sais que j'ai beaucoup entendu parler de toi et de toutes tes connaissances un peu perdues dans l'histoire de League of Legends. Ça fait combien de temps que tu t'intéresses au jeu en tant que jeu e-sport et pas juste en tant que... Je joue depuis 2013, je crois. Je joue depuis le début de la 3e. Ok, comme moi. C'est des potes c'est un pote en particulier, un pote de collège, qui m'a fait chier pendant plusieurs jours en mode joue à League of Legends, et moi j'avais pas envie, ça m'intéressait pas du tout. Et puis à un moment, bon, j'ai fini par céder et je sais plus pourquoi j'ai cédé, mais et j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans au début parce que le jeu est un peu compliqué à prendre en main quand même. Mais une fois, genre très rapidement, j'ai adoré et je suis vraiment devenu addict. Et en plus, j'étais dans une période de ma vie un peu grosse déprime étudiante et enfin grosse déprime adolescente plutôt. Et ce jeu, ça a été vraiment un exutoire pendant pas mal de temps, au point que j'y consacrais même trop de temps. Mais du coup, ouais, je m'y intéresse depuis pas mal de temps. Concernant l'e-sport, j'ai commencé à m'y intéresser vers fin 2014, mais surtout en 2015. Et comme je suis le genre de gars qui, quand il se fait chier, va sur Wikipédia et va consulter 50 000 articles, et ben, il s'est passé un peu la même chose. C'est que je suis allé sur Wikipédia et j'ai regardé les trucs des joueurs, de leur histoire et tout. Ce qui fait que quand j'ai commencé à cast petit à petit, et ben, j'avais 50 milliards d'anecdotes à placer parce que je les avais lues en fait. Et aussi parce que j'en avais vu et que je m'en souvenais. Et je pense que ça a été la grosse plus-value d'ailleurs, c'est ce que me disait Nono il y a encore pas si longtemps, c'est que j'étais quasi le seul caster à dire autant de trucs sur l'histoire de la scène. Nono qui est un caster au gaming du coup. Pour ceux qui... Ouais, bah, qui est toujours là. Ouais, hein, qui est toujours là-bas. Qui est très, très cool, Nono. C'est un gars très sympa, très foufou. Oui, bah, de toute façon, ça se ressent en vrai sur ses lives. Ça se ressent et vachement dans sur son le cast. cast, oui. Mais il est comme ça, hein, vraiment. Ok. Et très, très cool comme personne. Du coup, tu t'es mis comment à caster du coup? Bon, j'aimais bien ça déjà de base. J'ai découvert ça avec OGaming en 2015. Ok, oui. Et j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, oh, j'aimerais bien faire ça. Et fin 2000... Non, en 2016, je crois que ouais, c'est fin 2016, j'avais eu mon bac et tout. J'ai commencé à caster du LoL parce qu'avant je castais du coup du Games of Glory, le jeu dont je t'ai parlé un peu plus tôt. Oui. J'ai casté des petites compétitions de Games of Glory et un peu naturellement, comme Games of Glory avait un peu du mal à décoller, j'ai basculé aussi sur League of Legends. Et un jour,
un membre de la rédaction AAA dans laquelle j'étais à ce moment-là, que j'avais rejoint depuis quelques mois, a demandé s'il n'y avait pas quelqu'un qui était intéressé pour cast un tournoi de jeuxvideo.com, un petit tournoi communautaire. Et moi, j'ai dit oui tout de suite parce que ça me faisait marrer. Du coup, j'ai commenté ce tournoi avec un joueur qui est connu maintenant sur la scène française, qui est Ashanom, Ouais. qui a été du coup mon tout premier co-caster. Et après ça, il s'est passé un autre truc, c'est que pendant une réunion de la rédaction AA Gaming, le rédacteur en chef, Flamme, a dit qu'on avait obtenu les droits des qualifications du prochain Challenge France, le Challenge France 2016-2017. Et il disait, est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés dans la rédac pour le commenter? Et moi, je me suis jeté sur l'occasion comme un gros sac, en mode, oui, je veux le faire, j'ai trop envie de le faire. Mais... Et derrière, du coup, on a eu des billets de train, on a été défrayés et tout, parce que ça a été pris en charge par la Lyon eSport, par ZQSD. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Glopo. On a commencé à cast ensemble comme ça. Et après, du coup, on a cast, comme ça s'est très bien passé, on a casté d'autres LAN, notamment avec ZQSD, avec l'Astro Gaming Cup et d'autres trucs comme la Reims eSport et tout. Et à un moment, on a fini par se dire que on avait peut-être le niveau en fait pour aller chez OGaming, et on a envoyé une démo. Plusieurs mois après, on a enfin eu une réponse, et ça s'est fait de fil en aiguille. Ok, ouais, t'as évolué finalement super vite. C'est justement pour ça, moi j'avais une question où je voulais te demander comment tu t'étais retrouvé chez OGaming, parce que moi je regardais pas du tout, moi je regarde pas les LAN, je regarde pas tout ça. J'y vais maintenant vu que je coach, mais je regardais pas, moi je regardais vraiment que OGaming en période où il y a des gros matchs, etc. Ouais. Et justement, je t'ai vu arriver sur OGaming et je castais déjà, je me suis dit tiens, c'est ouf, ils ont recruté de nouveaux casters, moi je l'avais jamais vu, et t'as évolué super vite en vrai finalement. Bah, j'étais le plus jeune, je le suis toujours d'ailleurs, je suis toujours, je crois, le plus jeune, et toujours confondu. Je suis arrivé, j'avais 19 ans. Non, même pas, j'avais 18. Attends, j'avais 19 ans, ouais, quand je suis arrivé chez OGaming. Maintenant, j'en ai 21. Et c'est vrai que alors, je suis donc, ouais, toujours confondu le plus jeune caster qui est casté chez OGaming. Et c'est très drôle que quand je suis arrivé, lors de mon deuxième cast, c'était un cast de LCS NA où il y avait Hailey, Nono et tout. À un moment, je crois que Noah me demande mon âge en mode, au fait, t'as quel âge? Et je réponds 19 ans, et ils étaient tous en mode, oh là là, t'es un genou. Et c'est vraiment, j'avais genre au moins 5-6 ans de moins que les plus jeunes autres casters LOL d'OG, quoi. Ils étaient tous dans les 25-30 ans. Ouais, parce que déjà c'est ça, ouais, Chips et Noah, ils ont 30 ans, donc en vrai, c'est ça. Et même le deuxième plus jeune caster qui était Omega, il avait déjà 2 ans de plus que moi, quoi. Ok, ouais. Bah Omega du coup qui a dit qu'il a arrêté parce que oui, il a arrêté. Ouais, il y a eu pas mal de raisons. Je pense que si c'était compliqué pour lui parce que à la base il était de 3. Ouais. Et c'était chiant de devoir se déplacer sur Paris, et puis qu'il aimait pas Paris aussi, hein. Ouais, ça, mais je crois qu'il avait pris un appart. Difficile, hein. Il avait pris un appart, ouais, et ça, il a vraiment pas aimé Paris, quoi. C'est ouais, ça, je me souviens, c'est qu'il me le disait, c'est qu'il aimait pas, il avait du mal avec la ville de Paris. Et il y a eu beaucoup d'autres raisons, le fait qu'il a créé son assaut 3 dimensions, que ça lui prenait du temps, le fait que peut-être, j'ai l'impression qu'aussi il a beaucoup aimé Cast au début, mais que Cast avec OGaming en étant payé, devoir vraiment faire beaucoup d'efforts, alors que t'es pas non plus payé très très cher, hein. J'en vis pas moi du Cast du tout. Au bout d'un moment, je pense que il s'est dit qu'il valait mieux pour lui de mener à bien ses projets perso et de les mettre en priorité, je pense. Et je pense qu'il a bien fait aussi, hein, vis-à-vis de lui-même en tant que personne. Et j'espère maintenant pour lui qu'il va réussir à faire ce qu'il veut, quoi. Déjà, notamment avec son assaut. Ils ont cast l'UTT Arena déjà avec son assaut, donc c'est cool. Ils ont cast l'UTT Arena. Tu dis faire beaucoup d'efforts sur gaming, c'est quoi les trucs sur lesquels ils disent vraiment qu'il faut travailler, qu'il faut tryhard, quoi? Bah moi par exemple, là je ne sais pas encore si je serai au casting crew l'année prochaine, justement parce que j'ai un problème encore, un gros problème sur le cast, c'est que ma compréhension du jeu est assez insuffisante. J'ai sans doute la moins bonne de tout le casting crew gaming. Je compense vachement avec ma connaissance de la scène, mais c'est pas toujours suffisant. Et il arrive notamment que à un moment, emporté par ma fougue, quoi, je dise une connerie. Et on m'a pas mal repris là-dessus tout au long de l'année. L'année dernière, c'était déjà le cas, etc. Et le truc, c'est que
quand même, tu casses quand même les compétitions du jeu e-sport le plus gros au monde et on attend de toi un certain niveau d'investissement et niveau d'analyse d'une manière générale. Mais le niveau d'analyse, le niveau de compréhension, le niveau de voix, etc., ça implique un investissement, ça implique de beaucoup bosser pour y parvenir. Et quand tu n'en vis pas, quand c'est pas ton activité principale non plus, bah forcément c'est difficile. Et ça implique de sacrifier aussi un peu certains trucs. Je me suis efforcé depuis 2 ans de toujours m'efforcer, ou presque toujours m'efforcer, de mettre OG en priorité. C'est-à-dire si à un moment j'avais prévu de faire un truc et que OGaming m'appelait en me disant est-ce que tu veux faire un cast, je disais oui tout de Ok. suite. Et j'aurais été prêt à me lever à 5h du mat pour aller caster le Vietnam pour aller cast, justement pour pouvoir progresser et espérer avoir plus de créneaux et tout. Ok. Et stabiliser un peu tout ça. D'accord. Mais ça te plaît, c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment ça que t'aurais envie de faire à long terme de cast, si tu pouvais? À long terme, je sais pas. Je continue. Je pense que j'ai eu encore une fois quand j'ai appris il y a pas longtemps du coup que j'étais pas encore confirmé pour le crew l'année prochaine et tout. Ce à quoi je m'attendais, hein, parce que je suis techniquement le caster le moins important par rapport à Glopo, Gardoum, Tech, pour ne citer que ceux qui sont pas sous contrat directement avec OG. Euh, et je sais plus où je voulais en venir. Attends. Oui. Et du coup, la question que je me suis même posée, c'est est-ce que je veux continuer dans l'e-sport? Est-ce que j'ai pas envie carrément d'arrêter et de me consacrer à l'écriture parce que c'est mon truc principal actuellement, c'est mon activité principale. Et le truc, c'est que actuellement, j'ai la chance que pas beaucoup de gens n'ont, je pense, c'est que je suis pas encore autonome. J'ai encore le soutien financier de mes parents et je l'ai encore pour 2 bonnes années. Sachant qu'en plus, j'ai mis mon master en pause pour me consacrer à l'écriture et que je vais le reprendre sans doute l'année prochaine. Techniquement, j'ai même encore 3 ans de soutien de mes parents, donc 3 ans pendant lesquels j'ai pas encore à me dire ouh là là, il faut que je trouve un taf. Ok. Donc, je me donne concrètement ces 3 ans, enfin 2 ans et demi maintenant, pour voir si je peux trouver un job stable et intéressant dans l'e-sport et à côté réussir à publier un livre et à côté obtenir un CAPES pour peut-être devenir prof, etc. Donc l'e-sport n'est pas mon option principale et n'est pas mon gros truc de vie. Mais c'est sûr que je le considère vachement comme un truc que j'aimerais faire parce que j'adore ça, Cast. Ok. J'adore parler en général et j'adore parler des trucs que j'aime et j'adore enseigner, j'adore faire découvrir des choses aux gens, essayer de les intéresser. Donc forcément, le cast m'intéresse, ouais, j'adore ça. Ouais, mais je comprends. En vrai, t'as parlé de beaucoup de choses, mais pour terminer sur juste sur cette parenthèse, grosse parenthèse commentary, enfin, c'est quoi le conseil que tu donneras à ceux qui veulent débuter dedans, juste qui veulent commencer à cast? Je me suis souvent posé cette question, même vis-à-vis de moi-même, et il y a pas mal de choses en vrai. Le plus important, je dirais, faut s'accrocher et beaucoup s'accrocher. Même si ça va être très dur, c'est très difficile, c'est pas impossible, mais j'ai envie de dire que c'est comme les études de médecine, quoi. C'est pas impossible, mais il faut bosser dur et s'accrocher longtemps. Et faut déjà trouver des opportunités en bénévole pour casser des petits tournois, etc. Travailler son niveau, toujours bosser plus pour améliorer sa connaissance du jeu, son niveau de parole, son débit, etc. Aller dans les événements, les LAN, les trucs de ce style, essayer de choper des places, etc. pour aller parler aux professionnels du milieu. Comme ça, ils connaissent ton existence. Se créer un réseau, c'est primordial pour réussir justement à entrer en contact avec les gens et tout. Même si au gaming, pour ce que j'en sais, accepte les candidatures spontanées et tout, n'hésitez pas à aller envoyer des candidatures aussi. C'est même peut-être le plus important, c'est de surtout pas hésiter. Dites-vous que dans l'absolu, vous avez rien à perdre en faisant ça, en allant contacter Noah, Chips, Carnage, OGaming par mail directement et tout, à envoyer des candidatures à des grosses rédacs,
à des boîtes et tout qui posent dans l'e-sport. C'est justement en faisant ça, je pense que vous parviendrez à vous faire remarquer. Et à côté de ça, il faut que vous vous efforciez de faire vraiment ce que vous estimez être le meilleur en termes de contenu, quoi. Que vous vous efforciez d'être bon, d'être un bon caster. Si c'est, mais ça vaut pour tous les métiers de l'e-sport et je pense pour plein de métiers dans plein de champs en général. Il faut s'accrocher et il faut y croire, il faut pas hésiter à y aller au culot à certains moments et il faut travailler beaucoup pour progresser dans ce qu'on fait. Ok. Voilà. C'est un conseil général, accrochez-vous longtemps et bossez beaucoup. Toutes les personnes qui ont beaucoup bossé n'y sont pas arrivées, mais toutes les personnes qui y sont arrivées ont beaucoup bossé. Ouais, je suis d'accord, ça c'est très très bien par contre. C'est exactement, c'est totalement vrai. En tout cas, bah, du coup, justement, tu nous parlais d'écriture tout à l'heure. Moi, j'ai vu sur Twitter que t'as terminé l'écriture du 8e roman, c'est ça? Ouais. Alors ouais, c'est ça, exactement. Actuellement, j'en ai publié 5. Enfin, j'en ai publié, non, j'en ai publié aucun. J'en ai mis 5 en ligne et je prépare la mise en ligne du 6e, du coup, qui est terminé, là, qui est bouclé, relu et tout. J'en ai 2 autres actuellement de manuscrits terminés, mais qui sont en cours de relecture. Et dès que la relecture sera terminée, je les enverrai à des éditeurs pour espérer les faire publier. Ok. Pourquoi tu parles de manuscrit et pas de roman? Parce que moi, j'ai eu du mal à savoir en fait si un manuscrit c'était un roman Je, et du coup, je parle de roman en soi, je parle de manuscrit parce que un manuscrit, c'est ce que t'en vois finalement. Le roman, finalement, à certains égards, c'est celui que tu publies, quoi. J'estime qu'un roman, ou une nouvelle d'ailleurs, est un roman quand tu l'as publié. Peu importe de quelle façon, que ce soit grâce à un éditeur, en auto-édition, ou comme je le fais actuellement en ligne, le roman devient un roman au moment où tu le dévoiles, je trouve. Ok. Et avant ça, j'aime à parler de manuscrit pour donner le côté pas encore fini D'accord. du truc. Ok, ouais, c'est vraiment le roman, etc. C'est vraiment le produit terminé et envoyé. Ouais, je pense. Ouais. D'accord. Est-ce que, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que à chaque livre, tu penses avoir fait le meilleur livre jusqu'à maintenant? Pas à chaque livre exactement, mais quasi, ouais. C'est quand j'ai fini mon premier roman, j'en avais jamais fait avant, donc j'étais trop Oui. fier. Quand j'ai fait mon deuxième, j'avais vraiment l'impression d'avoir beaucoup progressé par rapport au premier. Quand j'ai fini le troisième, idem. Quand j'ai fini le quatrième, idem. Il y a que le cinquième qui était plus un novella qu'un vrai roman et pour lequel j'ai eu le sentiment que c'était peut-être un peu moins bien. Mais j'ai toujours eu un sentiment de grosse progression à chaque fois, notamment parce que je débute en soi, hein, je débute Oui. encore, même si ça fait quelques années maintenant, je n'ai encore rien publié et du coup, je chope tous les conseils que je peux et j'essaye en permanence de m'améliorer toujours pour faire un meilleur truc. Et je suppose que c'est en faisant ça que je finirai par être publié, par être édité par un éditeur. Ok, ouais, je suis d'accord. C'est quoi les points de progression entre les différents? Entre les différents manuscrits? Euh, J'ai appris à mieux structurer une histoire, j'ai appris à développer mieux mes personnages, j'ai appris à inclure des thèmes, à dire des trucs en plus de l'histoire que je racontais. Je me suis beaucoup amélioré dans mon style d'écriture aussi. Ça se voit pas encore parce que, en fait, entre mon cinquième, enfin même plus entre mon sixième et mon septième manuscrit, j'ai découvert un livre que je conseille à tous ceux qui veulent se lancer là-dedans, qui s'appelle Écriture, mémoire d'un métier, qui est écrit par Stephen King et dans lequel il fait à la fois une biographie de comment il est devenu écrivain et à la fois un catalogue en gros, qui fait à la fois un manuel de comment on écrit, un essai, c'est globalement un essai sur l'écriture. Et il explique énormément de choses sur comment écrire et sur tout ce qu'il faut savoir, sur les choses dont il ne faut pas avoir peur, etc. Et il m'a fait me rendre compte de plein de trucs que je faisais pas très bien dans mon écriture. Et je m'en suis rendu compte parce que le manuscrit justement sur lequel j'étais à ce moment-là, du coup, qui est mon sixième, que je publierai dans les prochains jours sur Internet, j'avais fait du coup les 4 premières relectures, je suis repassé dessus 4 fois. Première relecture, j'ai fait dans les 500 modifications, deuxième relecture dans les 200-300, troisième relecture dans les 100-200, quatrième relecture même une petite centaine,
5e relecture, du coup, je l'ai fait. Ensuite, je l'ai passé à mon lecteur idéal, en gros, ma mère. Et après qu'elle a fait ses relectures et tout, qu'elle m'a dit tous les trucs qui pourraient l'aller pas, j'ai repris le bouquin. Et à ce moment-là, je venais de lire le bouquin Écriture de Stephen King. Et j'ai fait 2000 modifs Oh, mais- à ce moment-là. J'ai repris quasiment, mais tout le manuscrit. J'ai fait quasiment une modif par phrase. J'ai tout changé. Il y a quasiment 40 pages de manuscrits qui sont passés à la trappe. Parce que l'un des conseils aussi que donne Stephen King, et que j'ai compris seulement en faisant ça, c'est que le deuxième jet de ton bouquin, c'est le premier jet moins 10%. Et c'est parce qu'en fait, tu vas enlever tout ce qui est superflu, tout Ouais. ce qui ne sert à rien, tout ce qui est en trop, tout ce qui alourdit la phrase, la narration, etc. Et ça m'a fait énormément progresser dans mon style d'écriture. Quand tu parles de modifs, c'est genre, est-ce que c'est des modifs orthographiques ou est-ce que c'est forcément des modifs du contenu? C'est tout. Ok, d'accord. La modification, c'est les corrections d'incohérence, les corrections orthographiques, bien sûr, toutes les fautes de français, les corrections de trucs qui sont un peu mal dits, les mots qui ne sont pas trop à leur place, les phrases qui sont trop longues, les virgules qui sont en trop, etc. C'est vraiment toutes les modifications, tous les trucs qui vont pas. Ok. Et c'est un truc, c'est quand j'ai lu le bouquin de Stephen King, il y a j'ai aussi fait de la validation de connaissances. Il y a plein d'éléments dans lesquels je me suis retrouvé, notamment dans le fait que quand t'envoies ton manuscrit aux éditeurs, généralement t'es passé dessus 5, 6, 7, 8 fois et t'as plus envie du tout d'en entendre parler. T'en as ras le cul de ce manuscrit. T'as vraiment envie de passer à autre chose. Ok, je comprends. C'est combien de pages en général que tu écris, toi, tes manuscrits? Pour l'instant, la plupart d'entre eux sont contenus entre 150 et 200 pages, ce qui est assez court. Mais maintenant que je pense avoir bien maîtrisé la plupart des trucs sur lesquels je bossais, je vais commencer à taffer sur des manuscrits plus longs qui atteignent les 300-400 pages. Ok, ouais, là, comment tu y vas par étapes. D'abord, on fait un truc bien en 200 et après, on va commencer à pousser les détails, c'est ça? Ouais, c'est même plutôt que j'ai commencé à me rendre compte que, en fait, mes manuscrits étaient finalement assez courts, et quand tu écris un bouquin, ça prend tellement de temps que tu te rends pas forcément compte que 50 000 mots, ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est 200 pages. Ah oui. Et du coup, je commence à voir comment faire un manuscrit qui soit vraiment bon et en même temps long, qui fasse vraiment un roman, quoi, et qui passe pas trop vite sur certains détails. Du coup, ça va me permettre de faire des trucs plus longs, plus intéressants, plus ambitieux, du coup, mais aussi peut-être plus marquants. Ok, oui, je comprends. C'est quoi le style, du coup, que tu écris comme... Enfin, C'est-à-dire est-ce que... le genre plutôt. Ouais, pardon, le genre, ouais. Est-ce que t'écris Oui. différents genres ou est-ce que t'en as un qui te plaît le plus et que tu Il y en écris? a un qui me plaît le plus, c'est la SF. Je me vise à être un écrivain de science-fiction. Tous mes romans sont des romans de science-fiction ou à la rigueur de science-fantasy, mais ça relève toujours de la science-fiction. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas envie d'en dériver, même s'il m'arrive quelquefois d'avoir des idées dans d'autres domaines, notamment dans des domaines un peu plus réalistes et terre à terre. Mais pour l'instant, je n'écris que de la science-fiction. Est-ce que tu penses que c'est plus simple la science-fiction que le reste ou pas? Pas forcément, mais ça peut. Ouais. Ça dépend en fait du domaine de science-fiction. Par exemple, mais les deux genres que je préfère, le genre que je préfère dans la SF, c'est tout ce qui est l'anticipation. Tout ce qui relève de l'anticipation, et ça va de l'Uchronie au post-apocalyptique en gros, et en passant par la dystopie et tout ça. L'un de mes romans préférés, c'est Metro 2033 de Dmitri Glukhovsky, qui est un roman post-apocalyptique où il y a eu une guerre nucléaire et les habitants de Moscou se sont réfugiés dans le métro et vivent dans le métro. Ah, mais c'est Et Métro c'est en un gros. roman. C'est. C'est Métro. Oui, c'est ça, Ok, c'est la ok. licence Metro qui est surtout connue en jeux vidéo en fait, mais à la base c'est des romans. Ouais, Et l'auteur a bossé aussi sur les jeux vidéo d'ailleurs et les assume complètement comme faisant partie d'un univers étendu. Euh, j'ai lu moi les romans, j'ai pas joué au jeu, mais putain les romans sont incroyables. Mais tu vois qu'il prend beaucoup de liberté. Il y a eu une guerre nucléaire, on parle juste d'une guerre nucléaire, et pourtant il y a des sortes de bestioles bizarres, mutantes à l'extérieur, alors que tu te dis, bon, s'il y a un hiver nucléaire, a priori il n'y a plus rien à la surface. Et ça dépend en fait de comment tu prends ton univers. Et moi par exemple, quand j'ai écrit 2 bouquins de post-apoc, dont un que je n'ai pas encore mis en ligne d'ailleurs, et je me suis efforcé de faire le truc le plus réaliste possible. Et quand tu fais ça,
quand tu as ce parti pris, forcément, il faut y aller à fond et c'est difficile parce que tu n'es pas un spécialiste. Et il faut te renseigner, il faut en permanence essayer de respecter les contraintes que sont le monde réel. Ouais. Notamment, moi, c'est con, mais l'une des questions que je me pose à chaque fois que je lis un truc post-apocalyptique, du style les humains ont déserté les villes, ces trucs comme ça, je me dis, mais du coup, les centrales nucléaires, elles fonctionnent comment? Oui. Il n'y a plus personne, elles n'ont pas explosé, mais du coup, c'est la merde si elles ont explosé quand même. Et du coup, quand j'écris un bouquin post-apocalyptique, littéralement à chaque fois, je vais mettre ce truc en enjeu secondaire. Je vais placer en scred une petite remarque du style les centrales nucléaires, il s'est passé ça, ils ont trouvé telle solution, ou Ok. alors ils ne l'ont pas trouvé, etc., etc. Ok. Et c'est la grosse difficulté quand tu écris un truc qui se passe dans le monde réel de science-fiction ou d'anticipation. Euh, il va y avoir de la suspension d'incrédulité, mais tu es obligé quand même d'essayer de faire un truc un peu réaliste. Donc tu dois te documenter, te renseigner, surtout plein de trucs. Sur comment, si tu fais un roman qui parle d'une expédition militaire, tu es obligé de te renseigner un peu sur l'armée, sur les grades, etc. Quand ton bouquin se passe dans une ville qui existe vraiment, pas obligé d'aller dans cette ville, mais il faut au moins la regarder sur Google Maps quoi, pour voir à quoi elle ressemble et pas dire n'importe quoi. Ouais. Justement pour rendre ton roman crédible quoi. En revanche, il y a d'autres champs de la science-fiction dans lesquels tu t'en bats beaucoup plus les couilles. La science-fantasy, justement, qui, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros, ça reprend les éléments de la SF avec la technologie qui évolue, ce genre de truc, et du fantastique avec la magie, en gros. Star Wars, c'est de la science-fantasy. Ok. C'est complètement de la science-fantasy. Ça se déroule pas sur Terre. Il y a plein de trucs futuristes, des vaisseaux spatiaux, des technologies, etc. Mais à côté, il y a la force, et la force, c'est de la magie, Ouais. concrètement. Et ce dont tu te rends compte, c'est que dans ces univers-là, tu peux te permettre beaucoup plus de liberté et tu as moins, a priori, à faire de recherche. C'est ton univers, c'est tes règles, tu fais ce que tu veux, tant que tu le présentes bien et tant que tu te contredis pas toi-même. C'est pour ça que les vaisseaux font du bruit dans l'espace et qu'on s'en branle. On s'en fout, quoi. C'est pas notre univers. Pour ce qu'on en sait dans cet univers, il n'y a rien qui vient contredire le fait que les vaisseaux puissent faire du bruit dans l'espace. Ok. Mais ouais, après, ce que je me dis, enfin là, du coup, de ce que tu viens de m'expliquer, ça peut aussi être dur d'écrire de la science-fantasy parce qu'il faut que tu crées tout. Oui, aussi, c'est vrai. Mais après, ça va dépendre à quel point tu étoffes son univers. Mais c'est vrai que oui, il faut quand même créer un univers qui soit crédible et intéressant. Et tu dois aborder un petit peu tout, effectivement. C'est le problème que ont parfois certaines œuvres, justement, c'est qu'elles se concentrent sur des personnages, par exemple, et dans un cadre assez restreint. Mais du coup, l'univers est très chiant parce que bah, tu développes pas et on n'essaye pas vraiment de t'inviter à un univers fantastique. Du coup, vu qu'on est toujours sur cette lancée, c'est le truc que j'adore avec les 2 trilogies Star Wars, justement, qu'elles présentent bien leur univers, que c'est beau, que t'as vraiment des éléments de c'est pas la Terre, c'est autre chose. D'accord. Il y a les 2 soleils, il y a des planètes où le sol il est rouge, il y a des planètes où le ciel il est vert, etc., etc. D'accord, ok, bah, je comprends. Okay. C'est quoi la fin? Justement, je te parlais de tout créer. Comment tu fais pour commencer un manuscrit? Est-ce que tu as des notes, de trucs que tu notes au fil de l'année? Est-ce que vraiment tu te dis, ok, là, faut que j'écrive quelque chose et tu te mets devant ton Word et tu commences à écrire ou... L'angoisse de la page blanche, c'est l'un des pires trucs, bien sûr. Et généralement, j'ai des idées déjà de base. J'ai pas mal d'idées régulièrement. Et bon, il m'arrive souvent d'avoir des idées quand je suis déjà en train d'écrire un truc. Donc, bon, il faut bien que j'en passe certaines à la trappe. Mais il arrive très souvent que des idées que j'ai eues et que j'ai pas exploitées reviennent sous une forme ou une autre quand je commence un nouveau manuscrit. Et généralement, j'ai déjà des idées. J'ai une idée à peu près du bouquin. Je finis par en choisir une en mêlant d'autres éventuellement. Je commence à bosser sur mon manuscrit. Et à partir de là, à partir de l'idée que tu as, je dirais qu'il y a 2 types d'écrivains. Il y a ceux qui vont écrire un peu comme ça leur chante à partir de cette idée, en partant du principe que les personnages ont un peu leur vie propre. Et il y a ceux qui vont tout structurer à fond et qui savent exactement où ils vont du début à la fin. Quand ils commencent leur bouquin, ils savent comment ils se terminent. Moi, je suis exactement comme ça. Ah oui, d'accord. Mes bouquins, je les structure à mort. C'est-à-dire que
chacun de mes bouquins est constitué, mettons, de 3 actes. Dans chaque acte, il y a 3 chapitres. Dans chaque chapitre, il y a une partie. Dans chaque partie, il y a une sous-partie. Et chaque paragraphe est constitué de 3 phrases, par exemple, etc. C'est vraiment ultra structuré au point que l'un de mes derniers manuscrits, le simple résumé du bouquin faisait 40 pages, quoi. Et ça va dépendre. Stephen King, lui, par exemple, puisque j'en parlais un peu plus tôt, il fait exactement l'inverse. Il part d'une idée, il écrit son manuscrit comme ça lui chante du début à la fin, et après, il va revenir dessus, élaguer, enlever tout le superflu, structurer, inclure un thème, aller faire des recherches pour voir si ce qu'il a écrit colle bien à la réalité, parce que ses romans sont vachement ancrés dans notre monde, Oui. etc., etc. Et ça dépend vachement de ce que tu aimes faire, je pense, et de la façon dont tu aimes écrire. Il y en a qui n'aiment pas l'idée que l'écriture du roman soit juste un travail de rédaction et qui aiment bien se surprendre eux-mêmes. Ok, ouais, bah c'est dommage que je m'y connaisse pas assez, mais j'avais déjà entendu un écrivain qui disait, c'est sûrement Stephen King qui disait genre, ouais, j'aime bien vraiment quand j'écris, je sais pas ce qui se passe, tu vois, je laisse les personnages faire. Il y en a beaucoup, même Ouais. des mecs qui font des scénarios, ils se disent, bah moi j'écris, et non, c'était exactement, voilà, c'est Tarantino qui disait, bah moi les dialogues je les fais pas en fait, je fais 2 personnages, je leur lance un sujet, et après je les laisse discuter en fait. Ouais, mais Et c'est pas, c'est ouais, beaucoup d'écrivains raisonnent exactement de cette façon, ouais. Dans tous les domaines qui appellent de l'écriture, hein, c'est tout ce qui est de la fiction, en fait, tout ce qui relève de la fiction. ok, attends 2 secondes, là je fais une petite pause pour dire à mes petites sœurs d'arrêter de faire le bordel. Pas de souci. Ouais, donc on parlait des différents types d'écrivains. Est-ce que je sais ce que je veux faire, je commence quelque part et je termine quelque part, ou est-ce que bah, je commence et je laisse avancer, quoi. C'est ça. C'est un peu le dilemme. Après, ça dépend de ce que tu préfères. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, mon premier roman, justement, je l'avais pensé très vaguement, mais pas vraiment au final, et je me suis très vite écarté de ce que j'avais imaginé. Et le fait est que ce roman, ça a été une torture à certains moments à écrire, parce que je savais jamais où j'allais et ça me gonflait. Et parfois, je faisais des pauses, et quand je voulais reprendre, je savais plus du tout où j'en étais, et ça, il m'a fallu 1 an pour l'écrire. Ce qui est pas bon en soi, c'est pas grave parce que c'était mon premier roman, mais c'est compliqué d'écrire un roman en beaucoup de temps parce que souvent la fin ne ressemble plus du tout au début. Ok, d'accord, ouais. Après, est-ce que c'est pas intéressant d'explorer les 2 façons d'écrire, ou est-ce que c'est vraiment un style qu'il Je faut pense perfectionner? que je suis plus partisan du il faut pas se disperser, justement parce que ouais, pour perfectionner la façon que tu as de faire, faut trouver juste la façon dont tu préfères travailler et je pense persévérer là-dedans. Maintenant, si un écrivain qui aime les deux, effectivement, qui voit que vraiment il apprécie les 2 façons d'écrire, qu'il y en a aucune qui lui paraît mieux que l'autre, rien ne l'empêche de faire un coup l'un, un coup l'autre, effectivement. Ok, d'accord. Ça fait combien de temps que tu as cette envie d'écrire, cette passion de l'écriture? Depuis enfant, je dirais depuis l'âge de 6 7 ans. T'écris comme ça. J'ai commencé très très tôt à aimer ça. Je crois que c'est dès le CP. Alors c'est très con, elle a raison. C'était un élève de la classe qui s'appelait Clément et qui était venu un jour et avec un petit livre qu'il avait fait lui-même. Il avait pris des feuilles, il avait écrit, il avait agrafé, il avait fait des illustrations et il a lu devant la classe. Il a demandé à la professeure, elle a dit oui et tout. Et j'ai trouvé ça tellement génial que j'ai voulu faire la même chose. Et que je me suis efforcé par la suite de faire la même chose. Et du coup, je me suis mis à écrire tout un tas d'histoires. Ça a pris différentes formes, cette passion pour l'écriture, que ce soit dans les vidéos que j'ai écrites, ou dans le fait que j'avais envie aussi d'écrire, de dessiner des BD, des trucs comme ça. Mais globalement, c'est vraiment une passion pour l'écriture qui date de très longtemps. Et c'est en fin de terminale que j'ai commencé à me dire et que ça pourrait être bien de la concrétiser, quoi. Ok. Et essayer vraiment d'écrire un roman. C'est pas en fin de terminale, quoique c'est en terminale en Ouais. général. Ou tu C'est en début, c'est au milieu de ma première année d'études supérieures que j'ai terminé mon premier manuscrit. t'as fait une L du coup au lycée? J'ai fait une S. L. Ah, t'as fait une S, ok. Je suis un L manqué. Total. Mais j'assume parce que j'ai jamais redoublé. J'ai eu mon bac en ayant 4 en maths et 4 en physique. Ah, pas mal. J'ai eu Mais 4 en maths aussi.
Ah bah bien joué, voilà, camarade. Et voilà, j'aime bien parce que j'ai vraiment fait n'importe quoi pendant ma S. J'avais horreur de ça et pourtant j'ai essayé. Hein. Les maths, ça a été ma grosse frustration parce que j'ai commencé l'année avec des notes correctes. Ensuite, comme chaque année, comme j'aimais pas ça, bah, j'ai plongé. Et en fait, à un moment, j'ai eu un vieux 2 sur 20 dans un DST. Et j'ai dit à ma mère, ok, à partir de maintenant, je vais bosser et tu vas voir, ça va remonter. Elle m'a aussi ma tante étant prof de maths, ma mère a fait en sorte que j'ai des cours Ouais. avec elle pour m'améliorer. Et du coup, DST suivant, j'ai eu 4. Nice. Je lui ai dit, tu vois, techniquement, ça s'améliore. DST suivant, j'ai eu 6. Ah bah c'est Je lui ai bien. dit, tu vois, ça s'améliore vraiment. J'ai eu 7 ensuite, 8, 9, 10. À la fin de l'année, j'avais la moyenne. Ah ouais, Et nice. je me disais, je suis devenu bon en maths. Je vais avoir une bonne note au bac. Et quand j'ai eu mon bac, quand j'ai passé le bac, quand je suis sorti de l'examen de maths, je me suis dit, mais je vais avoir au moins 10, 11. J'ai J'ai réussi. compté mes points en me disant, attends, ça c'est une bonne réponse, ça c'est une bonne réponse, je vais avoir une bonne note. Et là, bim, 4, nique ta Attends, mère. je te coupe. Et Moi, j'avoue que j'étais bien frustré. je pleure. Mais Là, je suis en train vraiment de pleurer de rire parce que c'est vraiment ce qui s'est passé aussi moi en année. Moi, j'avais 10, 11 toute l'année, tu vois. Je sors des maths, il y avait que ça qui me faisait peur au bac. Je dis à mon pote, est-ce qu'on avait révisé avec un pote, je fais mec, franchement j'ai 10, détente le reste du bac. J'ai les résultats, je vois un grand 4 coef 7. non mais oui, ouais, mais ça c'est la. Ouais, ça j'ai eu ça aussi en philo, mais d'une manière différente. C'est que j'aimais pas ça particulièrement, mais comme c'est un truc littéraire, j'étais bon. Je branlais rien, j'avais 10. Okay. J'ai eu 10 toute l'année en foutant que dalle. Et à la fin de l'année, je me suis dit bon. C'est une note facile, je vais la bosser. Du coup, j'ai bossé toute mon année, j'ai appris des citations par cœur et tout, et j'ai eu ma pire note de l'année. Au final, j'ai eu 7, j'avais jamais eu 7. Okay. Ma pire note en philo, ça avait été 8. Après, le truc, le problème de la philo, c'est que ça dépend énormément du correcteur, quoi. Ah oui, c'est vraiment très. C'est trop dommage. Moi, justement, je m'étais dit, on va se mettre le correcteur dans la poche, et j'ai dit que des trucs de gauche. Je me suis dit, a priori, il est de gauche. Ouais, du coup, normalement. J'ai cité Marx, j'ai cité plein de trucs comme ça, et au final, je sais pas, il était peut-être de droite. Ouais, t'es peut-être tombé sur le seul correcteur qui est de droite. Unlucky. Ok. Mais enfin, oui, j'ai fait S. Et ensuite, du coup, qu'est-ce que t'as fait après? Ensuite, j'ai fait une licence d'histoire-géographie qui a duré 3 ans. Du coup, je l'ai eu sans redoubler. Là aussi, d'ailleurs, je sais vraiment, c'est con même. Quand un truc me passionne pas, j'ai beaucoup de mal à bosser. Ouais. Et ma licence, ça a été ça. C'est que j'aimais bien l'histoire-géographie, j'aimais même beaucoup ça. C'est un des trucs qui m'intéressent le plus. Et dans ce que j'écris, ça se voit. Je parle beaucoup de l'histoire, de la géographie des lieux, ou de l'histoire de l'univers, etc. Je m'intéresse vachement à tout ce qui est histoire, géopolitique, tout ça. Mais ça ne me passionne pas. Et ça me faisait chier de bosser pour ça. Et du coup, je suis très fier de pouvoir dire que je suis une des rares personnes, enfin pas si rare que ça, Ouais. mais je suis une de ces personnes qui ont réussi ce que j'appelle personnellement le grand chelem, c'est-à-dire avoir réussi à valider ces 3 années en ayant foiré tous mes partiels. J'ai tout foiré. Ah oui, ok. J'ai jamais eu la moyenne. Ah oui, j'ai eu que toutes mes notes étaient comprises entre 7 et 9. Ah oui, t'as fait rattrapage. En gros, j'ai eu 9. Ma meilleure note en partiel, ça a été en L3, premier semestre de L3 où j'ai 9,8, 9,84. Okay. C'est le plus près que j'ai eu de la moyenne. Et en L2, j'ai foiré mes partiels du premier semestre, j'ai eu 9,4. Et au deuxième semestre, il y a eu des blocus. Du coup, l'année a été validée sur les notes de TD qui étaient ultra données. Oh, nice. Et du coup, j'ai eu mon année comme ça, sans rattrapage. Mais en fait, j'aurais eu des partiels, je pense que j'aurais pas coupé, oui. Ouais, ok. Mais ouais, parce que je crois que cette année, t'étais la L3. C'était la L3 ou la L2 dont tu parlais? C'était L2. Okay. C'était la L2. L3, je crois qu'on avait parlé, t'allais en rattrapage. Mais la L3, ça a été une de mes grandes déceptions, c'est que j'ai eu 9,8 au premier partiel, et le fait est qu'après, j'ai rencontré ma copine, et ma copine était une ancienne de prépa. Et le fait est qu'elle m'a vachement aidé à justement m'améliorer, notamment dans comment on fait une dissertation, comment on la construit, etc. Et quand je suis arrivé à mes partiels, j'étais vraiment à fond. Je me disais, ceux-là, c'est les bons, je vais les réussir. J'ai bossé comme un fou toutes mes matières jusqu'à très tard la nuit et tout, pour avoir vraiment bien mes connaissances par cœur, bien connues, etc. Et j'ai ressorti tous les conseils qu'elle m'avait donnés pour mieux les réussir. J'ai vraiment beaucoup bossé pour ces partiels. Et
j'ai effectivement bien réussi par rapport à ce que j'imaginais. J'ai eu les notes que j'attendais. Sauf que dans une de mes matières, qui en plus était ma matière préférée, C'était quoi? et c'était de l'histoire contemporaine. Je suis arrivé au partiel avec plein de connaissances. Quand j'ai vu le thème, je me suis dit yes, note facile. J'ai tartiné et j'ai tellement tartiné que je me suis pas rendu compte que j'avais complètement dépassé le temps et du coup j'ai pas fini le devoir. J'ai eu 2 Ah. Ouais, ou d'accord. 3, tu vois. Ouais, Vraiment ok, une note tu de t'es merde. vraiment fait. Ah oui, d'accord. Oh, c'est tellement Et ouais. dommage. Bah après, je sais pas si tu vas continuer là-dedans, mais dans tous les cas, t'auras les acquis Bah, de la ces suite, méthodes. c'est juste que je me suis dit, bon, de toute façon, en soi, j'avais déjà tout bossé, je connaissais bien mes trucs, les rattrapages, je les connaissais, j'étais bon à l'oral, je m'étais jamais vraiment. Mes parents flippaient parce que je les prenais vraiment à la rigolade en mode, de toute façon, je vais Ouais, l'avoir c'est mon bon, année, je sais. et Ok. du coup, j'ai eu sans forcer, ouais. Ok. Et du coup, tu sais ce que tu vas faire en master ou pas? Ah, alors là, actuellement, je suis techniquement en année de césure, mais le fait est que j'ai commencé un master. J'avais commencé un master d'histoire contemporaine justement dans cette matière-là. Je commençais à faire un mémoire sur le cinéma en Europe. Et le fait est qu'à un moment, je me suis rendu compte, c'est lié à l'écriture justement. Il y avait quelques petites merdes administratives et ça m'avait laissé un petit peu déprimé. Et ça m'a fait me rendre compte aussi que ça faisait plusieurs mois que je me disais, mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Ouais. Et je me suis rendu compte que si je voulais vivre de l'écriture, si je voulais être écrivain, si je voulais me consacrer à ça, c'était maintenant, Ouais. que je pouvais pas le faire après. Et que parce qu'une fois que j'aurai mon master, j'allais être dans le mood trouver un travail, quoi. Pas dans le mood on prend un an pour faire de l'écriture. Et que finalement, une année de pause entre la fin de la licence avec quand même un diplôme en poche et le début du master pour avoir vraiment quelque chose de professionnalisant, c'était sans doute la meilleure chose à faire justement pour écrire à fond, me perfectionner, envoyer beaucoup de bouquins aux éditeurs et espérer être publié ensuite, tout en reprenant sans doute mes études Après. après dans un master professionnel du coup pour avoir un CAPES. Ok, donc tu ferais prof comme t'as dit. Ouais, avec du conditionnel du coup, parce que mon objectif Oui. de vie c'est d'être écrivain, clairement. Oui, non, mais c'est ça. Mais sinon oui, ce sera prof. C'est ça, hein, si tu vas là jusqu'à la fin de ton master, ce serait ça. Après, tu peux dans tous les cas continuer d'écrire même en étant en master, Mm. même si c'est plus difficile. Après, c'est vrai que C'est t'as raison là. super dur en fait. C'est le problème était là, c'est que ça m'aurait, j'étais pas dans une, j'aurais pas pu me mettre dans une dynamique vraiment d'écriture parce qu'il aurait fallu que je me concentre sur mon mémoire Oui, et oui. sur les notes aussi de master. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ok. Mm. Bah, c'est ça, je me rends pas, je me rends pas forcément compte du temps que ça met d'écrire en fait. Mm. Ça prend beaucoup d'heures par jour. C'est pour dire l'écriture, l'ensemble, ça va prendre environ 2 mois si tu vas vraiment vite et que pour un bouquin de 200 pages, hein, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire là, par exemple, pour mon dernier manuscrit, j'ai d'abord passé environ une semaine sur la structuration de l'histoire, le résumé, tout ça. Ensuite, j'ai passé un peu moins d'un mois sur l'écriture du roman. Et après, une fois que j'ai fait tout ça, il m'a fallu environ 2 semaines pour faire toute la relecture. Sauf qu'après, j'envoie mon bouquin à plusieurs personnes pour justement avoir leurs avis, etc. Et après, il faut que je reprenne encore le manuscrit, et j'en suis là actuellement. Donc, ça fait environ 2 mois, 2 mois et demi, mais en ayant une dynamique de 2500 mots par jour, c'est-à-dire environ 10 pages par jour. Ce qui prend plusieurs heures, parce que l'inspiration, elle vient pas comme ça, tout cuit dans la bouche. Il faut beaucoup réfléchir. Combien d'heures par jour en général tu travailles en moyenne? Oh, je dirais, ça dépend vachement. Ça dépend aussi de ce qu'on considère comme les heures de travail. Ce que je considère comme travailler, c'est écrire et lire. Et Ok. je dirais qu'en tout, ça me prend 7 à 8 heures par jour. Ok, ouais, c'est Maintenant, ça va vraiment. dépendre des moments parce que là, actuellement, je n'écris pas, je relis, je fais que de la relecture. Et ça dépend. Mais si tu y vas à fond, là, c'est encore plus. C'est facilement Ouais, une bonne dizaine ouais, d'heures, mais toute une journée en fait, hein. C'est difficile de compter en heures parce que je les compte pas. Mais concrètement, si je me lève à 9 h le matin, Ouais. je peux bosser jusqu'à 19, 20, 21, 22, 23 en fonction du temps que je mets. D'accord, ouais, c'est vraiment ok. C'est pour ça que tu peux vraiment. Enfin, je me rendais pas compte à quel point tu pouvais rien faire à côté, quoi, si tu voulais vraiment t'y mettre correctement. Ouais. Si je voulais, c'est surtout pour lancer une vraie dynamique parce que maintenant, au moins, je sais comment travailler par rapport à ça.
Et je sais que quand je reprendrai mon master, je pourrais pas faire ça, mais je pourrais toujours écrire un petit peu quand même. Je saurais le faire. Ouais, Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur quand tu as une grosse charge à côté qui est le master. effectivement. C'est quoi qui te plaît en soi dans le fait d'écrire? C'est pas facile, Euh, mais... Tout sauf la relecture, je dirais. Le fait de... Ce que je préfère, c'est même pas tant l'écriture en soi, c'est quand tu as fini et que tu vois les retours des gens, que les gens te disent qu'ils ont aimé, c'est ce que je préfère. Mais j'adore écrire, j'adore certaines parties de la relecture quand tu as quasiment fini et que là tu découvres ton roman vraiment et qu'il est quasiment au mieux de son potentiel. Et j'adore toute la partie envoyée aux éditeurs, parler de ce que tu fais aussi, c'est génial. Et, et tout ça. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est la relecture, parce que c'est vraiment le moment où tu vois tous les défauts de ton bouquin. Oui. Tous les trucs qui vont pas, toutes les incohérences, Ouais. tous les trucs que tu as laissé passer, tous les trucs qu'il faut corriger. Et il y a vraiment des moments où tu relis ton truc, tu te dis mais vraiment j'écris de la merde Ouais. quoi. Et il faut se convaincre du coup que non, c'est normal, tu viens de finir ton manuscrit, il y a plein de problèmes, il y en aura forcément. Et que quand tu auras corrigé tous les problèmes de ton manuscrit, et ben, il sera sans doute très bien par rapport aux attentes que tu en avais. Et c'est la partie la plus difficile. Et comme je le disais, quand tu as terminé la relecture, ton manuscrit, tu veux plus le voir en peinture. Oui, ok, ouais, je suis d'accord, je comprends clairement. Ok. Bon, bah, pour terminer sur cette... je sais pas si Mhm. cette partie écriture, plutôt, parce que tout à l'heure j'ai des Oui. parenthèses, j'ai envie de te poser à peu près la même question que sur le commentaire. C'est quoi les points les plus importants quand on veut, quand on veut commencer à écrire? Quand on n'a jamais écrit et qu'on se dit, ok, j'aime bien ça, j'aimerais bien écrire quelque chose, Hum, comment je commence? Déjà, il faut avoir. Déjà, bon, je dirais la même chose. Hein, c'est il faut travailler beaucoup et s'accrocher longtemps. Oui. Et de la même manière c'est tous ceux qui ont beaucoup bossé pour le faire n'y sont pas arrivés, mais tous ceux qui sont arrivés ont beaucoup bossé pour le faire, ça c'est certain. Déjà, il faut croire en ses chances aussi parce que je me suis fait avoir il y a pas longtemps, c'est que j'envoie mes manuscrits un peu à beaucoup d'éditeurs en même temps et je me contente de regarder si leur catalogue n'est pas que cadre avec moi ce que je vais leur Ouais. envoyer. Et j'ai découvert un truc génial, c'est les maisons d'édition participatives, qui sont en fait des maisons à compte d'auteur de luxe, mais qui se présentent pas du tout comme ça, parce qu'elles te font payer quelque chose comme 2000 balles, voire plus, pour éditer ton bouquin et essayer d'aller le vendre à essayer de le distribuer. Et ce qu'ils te font croire, c'est qu'en payant, tu vas avoir ton succès, tu vas avoir la même chose que si un éditeur normal Édité. accepté, et justement parce qu'il se présente comme un éditeur normal. Le fait est qu'un éditeur, si ton manuscrit est bon, il le verra. Surtout si tu envoies à beaucoup d'éditeurs différents. Et si il faut envoyer déjà un truc moi que je savais pas et qu'il faut savoir, c'est il faut envoyer à plein. Il faut, dès que tu as un manuscrit fini, que tu penses qu'il est bon, vraiment bon, déjà l'envoie pas avant que tu penses qu'il est parfait, envoie-le à 5, 6, 7 éditeurs différents, minimum 4. Comme ça, tu auras une certitude. Si les 6 ou 7 éditeurs refusent, a priori, c'est que ton manuscrit valait pas le coup. Ouais, c'est que c'est pas Ou bon. qu'il était perfectible. Mais ça veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut juste dire que c'était pas publiable en l'état, mais au moins déjà ils l'ont lu. Et ça implique aussi que, en gros, pour faire simple, peu importe, même si 6 ou 7 éditeurs refusent, c'est rare que tu y arrives du premier coup. Il faudra retenter et continuer à essayer de t'améliorer en permanence, justement pour finir par être reçu. Pour commencer, quand tu commences à écrire, ça peut être bien déjà de commencer par écrire des trucs courts pour tester un peu ses compétences et tout. Mais quand tu veux commencer à écrire un roman, un truc qui est certain, c'est qu'il faut se fixer sur écrire beaucoup et tous les jours. Se forcer à Ok. écrire tous les jours, c'est ça qui va te permettre d'écrire le truc du début à la fin. Et surtout, ne pas faire l'erreur que beaucoup de gens font, c'est quand tu commences à sentir, c'est le moment où tu commences à ne plus aimer ton bouquin et que tu dis tiens j'ai une autre idée, est-ce que je pourrais pas faire ça? Parce que à moins que tu penses vraiment que le bouquin que tu écris va pas dans le sens que tu veux et n'est pas bon, c'est une mauvaise idée parce que si tu fais ça, tu vas jamais réussir à en finir un en fait.
Parce que quand on écrit, on a toujours un moment où on se rend compte qu'on a une autre idée qui pourrait être mieux. Mais c'est un peu un piège de notre esprit, ça, de notre esprit. Et après, par contre, si tu sens que ton roman va nulle part, que ton intrigue est bourrée d'incohérences et que tu te rends compte qu'il y a un gros problème, effectivement, ça peut être une bonne idée d'arrêter de repartir sur autre chose. Moi, j'ai réussi à écrire, juste ne serait-ce qu'à écrire un roman complet, qu'à la 3e ou 4e tentative. Et Après, il faut pas avoir peur, je pense, de ce qu'on écrit. Il faut s'efforcer de s'améliorer en permanence. Et il faut apprendre de ses erreurs et il faut les faire surtout. C'est con, mais on va tous faire plein d'erreurs, on va tous tomber dedans et c'est ça qui va nous permettre de ne plus les faire ensuite. Un truc qui est très important aussi, c'est de lire beaucoup, beaucoup, beaucoup et de s'intéresser, de faire de la lecture analytique, de critiquer les œuvres que tu lis. C'est aussi pour ça que ma chaîne de critique de bouquins, elle est très utile pour moi parce qu'elle me permet d'aiguiser mon esprit critique et de voir pourquoi quelque chose que je trouve mauvais est mauvais et pourquoi il faut pas que je le fasse et pourquoi je trouve que 52 nuances degrés c'est vraiment de la merde. C'est pour cette raison, parce que je trouve que les personnages sont des coquilles vides, parce que la structure de l'histoire n'a aucun sens, parce que l'univers n'est pas développé, etc. Et c'est ça qui permet aussi de voir quelles erreurs il ne faut pas faire quand toi tu vas écrire ton roman. Et pour écrire, encore une fois, le meilleur truc possible et espérer un jour qu'il soit publié si tu as envie d'en vivre. Bah, reconnaître tes erreurs, ça va te permettre d'épurer au fur et à mesure ce que tu es en train d'écrire. Quoi. Après, en substance, c'est vraiment les mêmes conseils que pour le cast. Oui. Il faut s'accrocher longtemps, il faut travailler beaucoup, il faut en permanence apprendre de ses erreurs et avoir l'esprit critique pour progresser et ne pas hésiter à envoyer des candidatures / des manuscrits parce que c'est comme ça que tu pourras te faire repérer. Ouais, après, en général, je pense dans la création ou dans des choses comme ça, c'est toujours les mêmes. Enfin, c'est toujours le même conseil de fond, c'est qu'il faut boffer à fond et il faut y aller, il faut envoyer quoi. Parce que dans tous les cas, clairement. Si t'envoies, même si on te refuse, on pourra te donner des conseils. Et du coup, pas toujours, mais ouais. Ça peut arriver qu'on te donne des conseils et même si c'est un seul sur 10, bah ça sera toujours un seul conseil sur 10 d'un mec qui s'y connaît vraiment. Exactement. Et même de gens qui s'y connaissent pas. Hein. Faut pas croire que les spécialistes et les professionnels ont la science infuse. Tu fais un roman, les premiers justes vont être des lecteurs et des lecteurs qui ne s'y connaissent pas forcément. Et ça peut être bien justement d'avoir leur avis, même s'il est biaisé, même s'il est lié à certains aspects que eux ils auraient aimé voir. Il faut voir cet avis et voir ce qui dans cet avis est intéressant effectivement. Parce que un professionnel, lui, va aussi être un peu biaisé parce que quand je regarde un film, je m'intéresse à tout, je décortique tout dans ce que je suis en train de regarder justement pour voir ce que j'ai aimé ou pas. Mais finalement, ça veut pas dire que j'ai raison quand je donne mon avis. Ça veut pas dire qu'un avis objectif est un bon avis. Tout simplement parce qu'un film certains dont les spécialistes vont te dire objectivement c'est vachement bien, si ça se trouve la plupart des gens vont le trouver très chiant. Ou inversement quoi. Il y a la presse, le nombre de fois où la presse dit franchement ce film il est vraiment explosé et que le public sont en mode c'est vraiment de la frappe. Ouais. Cela dit, la presse c'est rarement des spécialistes. Oui, c'est vrai. C'est con mais c'est ce que perso moi quand il s'agit de films, le critique auquel je donne le plus de crédit parce que je suis souvent d'accord avec ce qu'il dit et je trouve qu'il a une connaissance gigantesque là-dedans justement, c'est Durandal. Et ce que disait Durandal aussi, c'est que, enfin, c'est pas lui aussi, il y a In the Panda qui disait ça aussi dans une interview qu'il avait donnée, c'est l'avantage de la critique ciné, c'est que les spécialistes, les gens qui s'intéressent beaucoup à tous les aspects, ont plus de marge de manœuvre pour s'exprimer, là où dans la presse, on va souvent faire confiance à un peu n'importe qui, c'est souvent le stagiaire qui va faire la critique, et du coup, il va pas forcément donner un avis intéressant. Ok, je savais pas que c'était aussi... parce que, genre, les avis Allociné, etc., c'est donc des mecs des random, en gros, qui les font. Ça dépend. Ça va dépendre. Je pense, je connais pas assez la presse pour pouvoir l'affirmer, mais à mon avis, ça va beaucoup dépendre du journal que c'est, de la cible éditoriale, de l'intérêt que la personne y porte. Néanmoins, parfois, j'ai vu des trucs, effectivement, que je jugeais un peu aberrants de mon point de vue, ouais. Tu parlais, du coup, pour changer de sujet, tu parlais de... Pour embrayer. Ouais, c'est pas facile, en vrai. Tu parlais de commencer à écrire petit. Écrire des... Parce que là on parlait de films, mais bon, juste avant on a quand même parlé très longtemps d'écriture. Tu parlais de commencer à écrire des petites choses. Est-ce que c'est pour ça que tu as commencé à faire des articles pour AA ? Non. Ça c'est tout juste parce que j'aimais écrire en général. Et à la base, quand j'ai rejoint AA, ce n'était pas en tant que rédacteur, c'était en tant
que c'était en tant que relecteur, hein, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de fautes dans les articles. Ok. Et du coup, j'ai proposé à Flamme, qui est rédacteur en chef à A toujours, enfin rédacteur en chef adjoint, et qui a accepté et tout. Et après, c'est juste parce que j'aime bien suivre de la compétition et j'aime bien le côté les relégations, la compète, les Ok. équipes qui gagnent, etc. Et c'est pour ça en fait que j'écris des articles, parce que par exemple, je suis le responsable du pôle PUBG de AA. Je ne suis quasiment pas les matchs. Je regarde très peu les matchs. Je les regarde, j'aime bien, mais je joue même pas au jeu pourtant. Et en fait, si je fais ces articles, c'est parce que j'aime bien le simple fait de suivre une compétition. Ok. Et parce que j'adore écrire. Ça conjugue deux Oui, choses que j'aime faire. je comprends, je comprends. T'es arrivé quand, du coup, chez A pour justement ce boulot de relecteur? En 2016, c'était quand justement ça faisait 1 an déjà que je m'intéressais à l'e-sport. Je connaissais déjà A, je commentais les articles, je postais des images marrantes sur la galerie aussi. Et justement, à un moment, je me suis dit, tiens, mais est-ce que je pourrais pas leur demander? Et c'est un total hasard d'ailleurs, hein, mais c'est aussi parce que je faisais déjà un peu de relecture pour un autre truc d'e-sport qui s'appelait Mathcorp, et qui n'existe plus aujourd'hui, paix à leur âme. Et je me suis dit, tiens, mais je pourrais faire la même chose avec AA. Après tout, je leur ai proposé. Et comme ils m'ont accepté, j'étais trop content, évidemment. Et ensuite, du coup, t'es devenu rédacteur, t'as rédigé des articles, et aujourd'hui, t'es pas que responsable du pôle A, enfin du pôle PUBG. Aujourd'hui, en gros, pour AA, je suis du coup responsable du pôle PUBG et relecteur. Et jusqu'à la fin de l'année, je suis aussi responsable cast. Enfin là, je le suis plus du coup. Maintenant, c'est Bota. Jusqu'à il y a pas longtemps, j'étais aussi le chef non pas le responsable, mais le gars qui s'occupait de la TV AAA. C'est plus le cas aujourd'hui. Après, je suis passé responsable cast et planning. Et maintenant, actuellement, là, je ne suis plus que responsable planning. Et à la fin de l'année, je vais laisser tout ce que je faisais en fait quasiment sur la TV AAA. Je vais me barrer du staff. Ok. Tout simplement parce que c'est pas parce que ça m'intéresse plus d'ailleurs, hein, mais parce que je me suis trop éparpillé, je fais beaucoup trop de choses différentes. Et vis-à-vis de mes centres d'intérêt principaux, de mes objectifs de vie principaux, il faut que je me dégage plus de temps. Oui, ouais, c'est ça. T'aimes bien ça, mais bon, t'as d'autres choses que t'aimes un peu plus, et du coup, il faut lui laisser le temps, quoi, ce que t'aimes un peu plus. Ouais, c'est exactement ça. C'est Et, pour me donner le temps d'écrire et de caster en fait. mais du coup, est-ce que là, tu vas avoir un rôle. Oui, t'es toujours responsable CAS, donc est-ce que t'as un rôle toujours dans l'organisation de la Ligue féminine? La Ligue féminine n'est pas liée à A, hein, Ah, c'est d'accord. deux choses différentes. Je suis par contre bel et bien le responsable cast de la Ligue féminine, oui. C'est moi qui m'occupe de tout ce qui va être la diffusion, en français en tout cas, parce qu'on prévoit aussi des casts dans d'autres langues, mais pour tout ce qui est en français, c'est toujours moi qui vais organiser ça. Néanmoins, ce ne se fera pas forcément, ni a priori, en lien avec AA, qui était Ok. un partenaire D'accord. pour la Ligue féminine, parce que c'était moi qui m'occupais de la TV. Et j'avais proposé à Nîmois de faire ça et tout, parce qu'en plus il y avait beaucoup de matchs. Et c'est pour ça il y a eu un partenariat entre les deux. Mais maintenant, je suis plus la Ligue féminine que AA en ce qui concerne la télé. Ouais. D'accord, c'est pour ça que je te voyais sur le Discord. J'ai eu du Mhm, mal, j'ai eu du mhm. mal à dissocier les deux, personnellement, c'est pour ça que je comprenais pas Je trop. comprends. Et du coup, sur la Ligue féminine, toi, tu t'occupes de quoi? Sur la Ligue féminine, comme je l'ai dit, je m'occupe du cast et de la diffusion. Et Ok, je fais aussi du coup de la relecture, de tout ce qui est dossier presse et tout ça. Mais d'accord. principalement, je m'occupe du cast. Du coup, est-ce que c'est toi qui vas recruter les régisseurs et les casteurs, c'est ça? Les C'est régisseurs. ça. Enfin, recruter en soi, ils sont Oui, déjà plus ou moins là, hein. oui, oui. Maintenant, on a déjà une idée assez précise de tous ceux qui vont participer au cast français, même si d'autres personnes pourraient peut-être se rajouter par la suite. Et ensuite, concernant le cast anglais, je m'en occuperai pas directement. On est en train de discuter avec différents partenaires éventuels. D'accord. Est-ce que, du coup, j'ai d'autres questions, mais est-ce que, je sais pas si tu vas pouvoir y répondre, est-ce que tu as une idée de comment la sélection des équipes s'organise pour la Ligue féminine? Alors, actuellement, en gros, la sélection des équipes se fait plus ou moins sur dossier. Il y a on prévoit de faire une phase de qualification avec environ 12 équipes inscrites, du coup, avec quand je dis sur dossier, c'est pas exactement ça, c'est qu'il y a il y a des critères assez stricts à remplir, notamment le fait d'avoir une organisation derrière soi, le fait d'avoir un coach, un manager, etc., etc.
Par contre, il y aura des équipes invitées directement, puisqu'on a pour objectif de faire une ligue qui soit stable et intéressante à regarder. Pour l'instant, moi, mon rêve, ce serait qu'il y ait une scène avec des relégations, des promotions Ouais. et tout. Pour l'instant, la scène féminine n'est pas assez stabilisée pour le faire, clairement. Il n'y a pas assez d'équipes solides et qui tiennent sur la durée pour pouvoir avoir un écosystème comme ça. Par contre, d'ici 2, 3, 4 ans peut-être. Ok. Et du coup, tu sais sur quelle TV ça va se cast ou tu peux peut-être pas en parler, vous savez pas encore? Bah non, je ne sais pas encore. Ça dépendra de d'où vont aboutir les différentes discussions. Ok. Et enfin, pourquoi aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est important d'avoir une ligue où il y a que des femmes? Bah tout simplement parce que le principal problème qu'ont les tournois mixtes, c'est qu'ils le sont pas, et que c'est les joueurs et les managers, les structures, etc. ont beaucoup de mal à faire confiance à des joueuses et pour plein de raisons qui sont notamment l'idée que les joueuses sont moins bonnes que les mecs, ce qui est en termes de statistiques vrai, mais bon, en statistiques, elles sont 20% des Ouais. joueurs, donc c'est un petit peu normal aussi. Il y a une certaine logique là-dedans, et aussi parce que c'est très con, mais on est des humains. Et c'est des ados. Je veux dire, c'est des ados, les joueurs, surtout dans les scènes locales et tout. Oui. Et on a du mal à se dire, on va mettre, quand on veut des gaming house en plus, on va mettre 2 filles et 3 mecs dans la même maison. Et je pense que beaucoup d'équipes raisonnent comme ça, et je sais que certaines équipes raisonnent vraiment comme ça. Et l'intérêt d'avoir une ligue 100% féminine, c'est de permettre à une scène d'exister pour elle avec des cash prizes et un petit de la mise en avant, etc., qui permettent ensuite à des structures plus importantes de les repérer et de se dire ah ok ouais il y a un petit niveau. Je pense qu'actuellement il y a beaucoup d'équipes Open Tour, voire même Division 2, peut-être même LFL, qui pourraient recruter des filles, ou du moins je dis le truc à l'envers, c'est plutôt je pense qu'actuellement il y a il y a au moins quelques joueuses et beaucoup de joueuses même qui auraient leur place, Dans le haut du certaines panier. en LFL, d'autres en Division 2 voire en Open Tour, Ok. qui ont le niveau. D'accord. Mais le problème c'est que les structures ne font pas confiance en fait. Ok. Et l'idée d'avoir une ligue qui soit vraiment divertissante et qui ait un côté au moins un peu professionnel aura pour intérêt de permettre justement de mettre ces joueuses en lumière. Le fait qu'elles soient 5 filles, pour moi c'est con, mais c'est pour éviter que les structures trouvent le bug dans le système et recrutent Le des mec. joueurs, Oui. recrutent Reckless pour jouer avec 3 filles Diamant 3, et pour éviter du coup que la ligue féminine ce soit des matchs, des combats de Pokémon en gros. Oui. J'ai beaucoup aimé cette blague parce que j'avais vu ça pendant justement l'un des premiers tournois féminins qui avait été organisé à la Paris Games Week, où les coachs avaient l'autorisation de parler pendant les games, et où justement quelqu'un avait dit mais je veux dire c'est quoi l'intérêt du coup, C'est du StarCraft. pourquoi on fait un tournoi féminin si celui qui shot call c'est le mec? Oui. Autant regarder des combats de Pokémon. Et j'ai trouvé cette blague géniale. Je me suis dit mais putain c'est ça, et c'est pour ça qu'effectivement pour moi il faut d'abord que ce soit des équipes 100% féminines, pas forcément un coach féminin mais des joueuses féminines qui parlent entre elles pendant la game, pour vraiment montrer que c'est elles qui ont le niveau, c'est elles qui peuvent aller plus loin, et qu'ensuite les équipes mixtes puissent se développer. Ok. Puis en plus, j'ai pas envie de dire d'aberration, mais je crois que à cause de l'éducation, à cause du système actuel, les filles ont beaucoup plus de mal à avoir un rôle, assez de confiance en elles pour être vraiment leader au sein d'une équipe. Et donc, enfin, en vrai, effectivement, maintenant que tu le dis, ça paraît logique de laisser des filles entre eux pour justement que certaines se rendent compte que, bah, en fait, si je sais lead, en fait, je peux lead une équipe, peu importe. Et du coup, oui. Bah, j'ai dû le voir passer une fois ou deux. Je ne sais pas si c'est vrai. Après, c'est le truc des sciences, C'est dur, des hein. sciences sociales, c'est que c'est de la conjecture, hein, Ouais, c'est ça. principalement. Mais ça m'étonnerait pas, oui, effectivement, que du fait de leur éducation, des préjugés, de la construction la construction sociale de la femme dans notre société à nous, ce soit plus difficile effectivement pour une femme de
d'avoir ce côté, lead. Et c'est vrai que dans les équipes féminines, les coachs sont des mecs, la plupart. Ouais. Et c'est vrai, moi c'est un truc que je me suis toujours demandé, mais d'accord que les meufs, à la rigueur que les meufs aient pas le niveau pour jouer, mais pourquoi les meufs n'auraient pas le niveau pour coacher? On regarde la même chose, on regarde le même game, Ouais, bah et oui. pourtant la majorité des casters, des coachs, du coaching staff, etc., c'est des mecs. Et il y a un tout petit peu plus de meufs, c'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, quand les étoiles sont alignées, tu vois une meuf qui fait de la draft, mais c'est vrai que c'est rare, quoi. Je crois qu'il y a la meuf il y a Kelsey Moser, je crois que c'est l'une des seules qui est coach, entraîneuse en chef d'une équipe, et encore c'est une équipe académique en NA. Ok. D'accord. Bon, ça, c'est vrai que c'est pas facile de trouver. En fait, c'est dur comme tu dis, de savoir ce qui se passe dans les sciences sociales. Mais en tout cas, Enfin, moi, je trouve ça que c'est une très bonne initiative. Hein, sinon, je serais pas dans le projet dans tous les cas. Est-ce que tu sais quand ça commence? Pour l'instant, la date n'est pas totalement fixée. A priori, on veut faire ça dans le premier semestre de 2020. On veut faire ça à un moment où ça va pas empiéter sur des gros événements. On veut aussi faire ça à un moment où ça va pas empiéter sur les examens, parce que les joueuses sont des étudiantes pour la plupart. Okay. Donc, pour l'instant, on ne peut pas fixer une date précise. Moi, j'espère qu'on pourra faire ça au mois d'avril-mai. Ok. Bon, du coup, merci pour tout ça. Moi, j'ai plus rien à dire, j'ai plus de questions à te poser. Je pense qu'on a assez parlé. Là, ça fait le tour. Hein. Ça fait 1h20. Les gens qui veulent te retrouver, est-ce que enfin, ils te retrouvent où? Et est-ce que il y a une chaîne YouTube que tu veux mettre en particulier en avant? Pour me retrouver, c'est Twitter, l'écrivain du jour, LECRIVINDUGOUR, tout attaché sans apostrophe, je le dis tout le temps parce que les gens se gourent. Ok. Et ou alors vous cherchez l'écrivain sans apostrophe sur Twitter. Je mettrai tout ça de toute façon dans les descriptions. Merci beaucoup. Et si je dois mettre en avant une chaîne YouTube, c'est ma chaîne de critique sans spoil, critique sans spoil tout attaché, hein, et sur laquelle une vidéo va sortir dans pas longtemps, et puisque je vous parlais de Star Wars 9 au début et j'ai beaucoup de choses à dire sur ce film. Voilà. Ok. Bon, je vais quand même te laisser un mot de la fin, un truc que tu voudrais faire, un message à passer, n'importe quoi, tu vois. Est-ce que t'as quelque chose à dire? Je vais le redire une troisième fois. T'es pas obligé, hein? Non, mais je vais le redire une troisième fois. Si vous avez un objectif, enfin, j'ai le dire un plus développé. Moi, quand j'ai dit à mes parents que je voulais arrêter mon master pour me consacrer à l'écriture, ne serait-ce qu'un an, j'ai eu une réaction qui n'a pas été genre non, pas du tout, je veux pas que tu fasses ça, mais qui relevait plus du ouais, mais sous-entendu, je crois pas que ce soit un vrai métier. Et le truc que j'ai envie de dire à tous les gens qui ont des rêves un peu entre guillemets farfelus, des trucs qui ne sont pas communs, le truc vouloir être écrivain, vouloir être caster, vouloir être un joueur pro, etc., comprenez que c'est possible, que c'est comme les études de médecine. C'est très difficile, mais c'est faisable. Et effectivement, pour la troisième fois, toutes les personnes qui ont bossé dur n'y sont pas arrivées, mais toutes les personnes qui y sont arrivées ont bossé dur. Et c'est ça que vous devez retenir. Et c'est important d'y croire, parce que même si vous ne l'avez pas fait, bah, vous serez quand même content d'avoir essayé, quoi. Vous n'aurez pas le sentiment de ne pas l'avoir fait, d'avoir loupé quelque chose. Car comme l'ont dit les très bons chanteurs Big Flo et Oli, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Et je trouve que cette phrase est un excellent mantra. Voilà. Bah, merci à toi en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Bah, merci de l'avoir accepté. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Moi, je suis un peu en retard sur la sortie de Petites Paroles, mais il faut savoir que je vais essayer de sortir ça au minimum un vendredi tous les mois, et j'aimerais faire ça un vendredi toutes les 2 semaines. Donc retrouvez-nous du coup avec mes différents invités aujourd'hui d'écrivains sur les différentes plateformes de podcast, Spotify, iTunes, YouTube, SoundCloud, tout ce qui existe. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des étoiles, je crois que sur certains sites de podcast qu'il y a. Et c'est tout pour moi. En tout cas, merci à vous, merci à toi l'écrivain. Merci à toi, au revoir. Allez, ciao.